C'est Mars. Qu'est-ce qui a tué la planète rouge? Il y a 3,5 milliards d'années, un monde dans notre système solaire était parcouru de rivières. Pas des canaux creusés par la fonte des glaciers ou le givre saisonnier, mais de véritables rivières, larges, sinueuses, avec des flux soutenus d'eau liquide s'étendant sur des centaines de kilomètres à travers un paysage de roches volcaniques et de cratères anciens. Ce monde possédait des lacs qui persistaient pendant des milliers, peut-être des millions d'années. Il aurait pu avoir un océan couvrant une grande partie de son hémisphère nord, une étendue d'eau plus profonde que certaines mers de la Terre. Son atmosphère était suffisamment épaisse pour retenir la chaleur et favoriser les pluies. Des nuages se formaient dans son ciel, non pas les cirrus filamenteux d'un monde mourant, mais de denses formations cumulus transportant l'humidité vers l'intérieur des terres depuis les bords des bassins et les rivages d'une possible mer septentrionale. Quand il pleuvait sur l'ancien Mars, c'était de vraies pluies. Des gouttes d'eau liquide tombant d'un ciel réel sur des roches réelles, sculptant des canyons encore visibles depuis l'orbite, 3,5 milliards d'années plus tard. Son champ magnétique, généré par un noyau de fer en ébullition, enveloppait la planète d'un bouclier invisible qui déviait le pire des radiations solaires. Ce monde, c'était Mars. Aujourd'hui, Mars est un cadavre. Son atmosphère a une densité inférieure à 1% de celle de la Terre, si ténue que l'eau liquide ne peut exister à sa surface plus de quelques instants avant de geler ou de s'évaporer. La température moyenne de la surface est de moins 60 degrés Celsius. Le champ magnétique a disparu, remplacé par des zones éparses de magnétisme résiduel figées dans les roches les plus anciennes, comme l'ombre d'une lumière éteinte depuis des milliards d'années. Les rivières sont asséchées depuis plus longtemps que toute forme de vie complexe n'a existé sur Terre. Les lacs sont des bassins vides de poussière et de roches. L'océan, s'il a jamais existé, est parti. Une partie de son eau emprisonnée dans la glace sous la surface et au pôle, le reste arraché à l'espace, atome par atome, par le vent solaire. Quelque chose a tué Mars. Quelque chose a transformé ce monde capable de nourrir la vie en ce désert gelé qu'il est aujourd'hui. Et cette mort n'a pas été instantanée. Elle a été lente, implacable et irréversible. Une mort par 1000 coupures, chacune invisible, chacune éloignant un peu plus la planète de l'habitabilité. L'histoire de Mars est celle d'une planète qui avait tout ce qu'il fallait pour être une seconde Terre et qui a tout perdu. Comprendre ce qui a mal tourné n'est pas simplement un exercice de science planétaire, c'est une leçon sur ce qui rend un monde habitable et sur la fragilité de cette habitabilité. Et maintenant, après des décennies d'exploration robotique, nous avons peut-être trouvé les premières preuves que Mars n'était pas seulement habitable, mais habité. En juillet 2024, le rover Perseverance de la NASA a foré une roche dans un ancien lit de rivière martien et a trouvé des motifs qui, sur Terre, sont presque exclusivement produits par des organismes vivants. Des taches de léopard, des signatures chimiques d'activité métabolique, une potentielle biosignature, publiée dans Nature en septembre 2025, examinée par des pairs, contestée et d'une fascinante promesse. Ce soir, nous suivons la mort d'un monde. Des rivières qui coulaient autrefois au silence qui les a remplacées, du bouclier magnétique qui protégeait l'atmosphère au moment où il a échoué, du vent solaire qui a dépouillé l'air à la glace qui reste enfouie sous la poussière, et de la roche qui pourrait porter, scellée dans un tube en titane au fond d'un ancien cratère, la réponse à la question la plus ancienne de la science. Avons-nous déjà été seuls? Assurez-vous de vous abonner, car de nombreuses autres histoires cosmiques extraordinaires vous attendent. Pour comprendre ce qui a tué Mars, vous devez d'abord comprendre ce qu'était Mars. Il y a 4,5 milliards d'années, lorsque le système solaire était encore jeune, Mars n'était pas le monde froid et désertique que nous connaissons aujourd'hui. C'était une planète chaude. Pas tropicale, le Soleil était environ 25 à 30% moins lumineux qu'il ne l'est actuellement, et Mars orbite à 1,5 fois la distance de la Terre, mais suffisamment chaude.
suffisamment chaude, avec une atmosphère plus épaisse et un effet de serre pour que l'eau liquide puisse exister en abondance à sa surface. Les preuves de cette époque sont inscrites sur la planète dans un langage que les géologues peuvent lire aussi clairement que du texte sur une page. Des réseaux de vallées, des systèmes fluviaux ramifiés et dendritiques qui ressemblent presque à ceux de la Terre, couvrent les hautes terres du sud de Mars. Ce ne sont pas des canaux d'inondation creusés par une seule libération catastrophique d'eau. Ce sont des réseaux, avec des affluents et des distributaires, formés par des pluies soutenues ou un écoulement d'eau souterraine sur de longues périodes. Ils datent de la période noachienne, le premier milliard d'années de l'histoire martienne, nommée d'après Noachis Terra, l'une des régions les plus anciennes et cratérisées des hautes terres du Sud, et il nous raconte que l'eau a coulé à la surface de Mars suffisamment longtemps pour façonner des paysages. La période noachienne était l'âge d'or de Mars. Pendant cette période, il y a environ 4,1 à 3,7 milliards d'années, la planète a connu ses taux d'activité volcanique les plus élevés, son atmosphère la plus épaisse et ses plus grandes étendues d'eau de surface. C'est durant la période noachienne que se sont formés les réseaux de vallées, que les lacs se sont remplis et que le delta de Jezero a été déposé. Si la vie a un jour existé sur Mars, c'est probablement durant la période noachienne qu'elle a vu le jour. La période qui a suivi, l'Hespérien, il y a environ 3,7 à 3,0 milliards d'années, a été un temps de transition. L'activité volcanique a continué, mais a diminué. L'atmosphère s'est éclaircie. L'eau de surface est devenue intermittente plutôt que persistante. D'énormes inondations, des canaux d'écoulement creusés par la libération catastrophique d'eau souterraine, ont créé certains des plus grands canaux du système solaire, y compris Kasei Valles, qui mesure plus de 2000 km de long. Mais ces inondations étaient des événements épisodiques, et non la preuve d'un climat stable, chaud et humide. Elles étaient les derniers soubresauts d'un système hydrologique qui se fermait. La période amazonienne, de 3,0 milliards d'années à aujourd'hui, est l'ère du déclin froid et sec de Mars. Pendant cette immense période, qui englobe les 2/3 de l'histoire martienne, la surface a été principalement façonnée par le vent, la poussière et la glace. L'activité volcanique a continué à un faible niveau, mais aucune eau de surface significative n'a coulé. Mars a été, pendant la majeure partie de son existence, le désert gelé que nous voyons aujourd'hui. Il existe des lits de lacs, des centaines d'entre eux. Des cratères avec des canaux d'entrée et de sortie, montrant que l'eau s'écoulait, s'accumulait, puis s'écoulait à nouveau, parfois sur des millions d'années. Le cratère de Jezero, où le rover Perseverance de la NASA est actuellement en opération, est l'un de ces lacs. Il était alimenté par une rivière qui a déposé un delta en forme d'éventail de sédiments à son bord. Un delta qui est visible depuis l'orbite aujourd'hui, préservé dans la pierre, un fossile de l'eau en mouvement. Il existe des dépôts minéraux, argile, sulfate, carbonate, qui ne peuvent se former qu'en présence d'eau liquide. Ces minéraux sont répartis sur la surface martienne, concentrés dans les terrains les plus anciens, et ils portent des signatures chimiques de l'eau qui les a créés. Certaines argiles nécessitent une eau à pH neutre et des temps de contact prolongés pour se former. Leur présence nous indique que Mars avait non seulement de l'eau, mais une eau chimiquement hospitalière, une eau dans laquelle, sur Terre, des micro-organismes prospéreraient. Il se pourrait qu'il y ait eu un océan. Les basses terres septentrionales de Mars, une vaste plaine plate couvrant environ 1/3 de la planète, ont été interprétées par certains chercheurs comme le fond d'une mer ancienne. Des caractéristiques côtières possibles, identifiées à partir d'images orbitales, tracent une élévation à peu près constante autour de la frontière entre les basses terres du Nord et les hautes terres du Sud. Si cet océan avait existé, il aurait contenu suffisamment d'eau pour recouvrir la planète à une profondeur d'environ 137 mètres, ou, concentré dans le bassin nordique, un volume d'eau de plusieurs centaines de mètres de profondeur. Les preuves vont au-delà de la géologie. En 2013, le rover Curiosity de la NASA, opérant dans le cratère Gale, a foré une roche argileuse appelée Ship Bed.
et a découvert des minéraux argileux formés dans une eau à pH presque neutre. Une eau ni trop acide ni trop alcaline pour la vie. L'analyse a également révélé la présence des éléments chimiques essentiels à la vie, carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre, tous dans un seul échantillon de roche. L'équipe de Curiosity a conclu que l'ancien lac dans le cratère Gale représentait un environnement habitable, un endroit où, si des micro-organismes avaient été présents, ils auraient pu prospérer. En 2024, le radar à pénétration de sol de Curiosity a confirmé que le cratère G0, où opère Perseverance, avait autrefois contenu un lac profond. Le radar a détecté des couches sédimentaires sous le fond du cratère, cohérentes avec des dépôts lacustres, la structure physique d'un plan d'eau stagnant, enfoui sous des milliards d'années de poussière et de roches. Mars, il y a 3,5 milliards d'années, était un monde avec des pluies, des rivières, des lacs et peut-être des mers. Son atmosphère était suffisamment épaisse pour maintenir ses caractéristiques, peut-être entre 0,5 et 1 bar par rapport à l'1 bar d'aujourd'hui sur Terre. Le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau fournissaient un réchauffement de type effet de serre. L'activité volcanique, provenant de la massive province volcanique de Tharsis, renouvelait continuellement l'atmosphère avec du CO2 et d'autres gaz. Et au-dessus de tout cela, protégeant l'atmosphère des érosions incessantes du vent solaire, se trouvait un champ magnétique global. Voilà ce que Mars avait, et voilà ce qu'elle a perdu. Le champ magnétique fut la première chose à disparaître, et sa perte a entraîné tout le reste. Mars, comme la Terre, générait autrefois un champ magnétique global grâce à un processus de dynamo, la convection de fer liquide dans son noyau, alimenté par le refroidissement et la libération de chaleur de l'intérieur. Cette dynamo était active depuis les premiers jours de l'histoire de Mars, il y a au moins 4,5 milliards d'années, et produisait un champ comparable en force à celui de la Terre actuelle. Les preuves proviennent des hautes terres méridionales de Mars, où des magnétomètres orbitaux ont détecté une magnétisation résiduelle extraordinairement forte dans la croûte ancienne, 10 fois plus forte que toute magnétisation crustale trouvée sur Terre. Ces roches ont été magnétisées par un puissant champ global lors de leur formation, et elles ont conservé cette magnétisation pendant des milliards d'années. Mais la dynamo n'a pas duré. Pendant des décennies, le consensus était que le champ magnétique de Mars avait disparu il y a environ 4,1 milliards d'années, basé sur l'observation que de grands bassins d'impact formés durant le bombardement intense tardif, Hellas, Argyre, Isidis, montrent des signatures magnétiques faibles ou inexistantes. Le raisonnement était simple. Si ces bassins s'étaient formés alors que la dynamo était encore active, les roches nouvellement exposées et en refroidissement auraient dû être magnétisées. Leur absence de magnétisation a été interprétée comme une preuve que la dynamo s'était déjà arrêtée. Mais en 2020, des chercheurs ont trouvé des signatures magnétiques claires dans le flux de lave de Lucus Planum, qui s'est formé il y a moins de 3,7 milliards d'années, un demi-milliard d'années après que la dynamo aurait dû cesser. Et en 2023, une étude utilisant un microscope à diamant quantique pour analyser le météorite martien ancien Allan Hills 84001 a trouvé des preuves d'un champ magnétique fort il y a 3,9 milliards d'années, y compris des signes possibles que le champ inversait sa polarité, tout comme le fait le champ terrestre aujourd'hui. Une étude de 2024, publiée dans Nature Communications, a proposé une nouvelle explication. Les vastes bassins d'impact pourraient apparaître démagnétisés, non pas parce que le dynamo s'était arrêté, mais parce qu'il était en train de s'inverser. Si les roches refroidissantes dans un grand bassin enregistraient des polarités magnétiques alternées alors que le champ basculait d'un côté à l'autre, les signaux s'annuleraient lors de la mesure depuis l'orbite, produisant une magnétisation nette apparemment faible. Ces bassins auraient pu se former dans un dynamo actif et en inversion, et non dans un dynamo éteint. Si cette interprétation est correcte, le champ magnétique de Mars aurait pu persister jusqu'à 3,7 milliards d'années, voire plus tard, bien plus tard que ce que l'on croyait auparavant.
Et cette chronologie révisée a des implications profondes pour l'habitabilité de Mars, car cela signifie que l'atmosphère était protégée par un bouclier magnétique pendant une grande partie de la période où des rivières et des lacs existaient à la surface. Mais finalement, le dynamo a cessé de fonctionner. Mars est plus petite que la Terre, environ la moitié de son diamètre et un dixième de sa masse. Son rapport surface-volume est plus élevé, ce qui signifie qu'elle perd de la chaleur dans l'espace plus efficacement. Au fil du temps, le noyau s'est refroidi. La convection qui alimentait le dynamo s'est affaiblie et a finalement cessé. Le fer liquide dans le noyau externe a pu se solidifier ou, alternativement, devenir trop stable, trop stratifié pour soutenir la convection vigoureuse nécessaire à un dynamo. Il pourrait y avoir eu un déclencheur, un événement catastrophique qui a accéléré le refroidissement du noyau. Certains chercheurs ont proposé que les impacts massifs d'astéroïdes durant le bombardement intense tardif aient pu perturber la structure thermique du manteau, injectant de la chaleur dans celui-ci et agissant comme une couverture isolante autour du noyau, réduisant le gradient de température qui alimentait la convection. Dans ce scénario, les impacts mêmes qui ont marqué la surface de Mars ont également mis fin à son champ magnétique. Quoi qu'il en soit, le résultat a été le même. Le champ magnétique a disparu, et sans lui, Mars a été exposé. Les vestiges de l'ancien champ sont encore visibles. Le Mars Global Surveyor, qui a orbité autour de Mars de 1997 à 2006, a cartographié le champ magnétique crustal et a trouvé un motif remarquable. Dans les hautes terres du Sud, des bandes alternées de magnétisation positive et négative s'étendent à la surface, ressemblant, du moins superficiellement, aux bandes magnétiques trouvées sur les dorsales médio-océaniques de la Terre, où une nouvelle croûte est créée par l'expansion du fond marin. Cette observation a conduit certains chercheurs à proposer que Mars ait connu une brève période d'activité tectonique semblable à celle des plaques au début de son histoire, durant laquelle une nouvelle croûte a été créée et magnétisée par le dynamo en inversion. La question de savoir si Mars a jamais eu de véritable tectonique des plaques reste l'une des plus débattues en géologie martienne. Si c'était le cas, l'activité a cessé très tôt, peut-être dans la première milliard d'années. Aujourd'hui, Mars est une planète à une seule plaque, comme Mercure et la Lune. Sa surface entière est une coquille rigide, fissurée et fracturée, mais jamais subductée, jamais recyclée. Et sans tectonique des plaques, il n'existe aucun mécanisme pour renvoyer le carbone dans l'atmosphère, aucune façon de réguler le climat sur des échelles de temps géologiques, pas de thermostat. Cela, autant que la perte du champ magnétique, a scellé le destin de Mars. L'interaction entre le dynamo, l'atmosphère et le climat est une boucle de rétroaction d'une complexité extraordinaire. Le champ magnétique protégeait l'atmosphère. L'atmosphère maintenait l'effet de serre. L'effet de serre gardait la surface chaude. La chaleur maintenait l'eau à l'état liquide. Et l'eau liquide, circulant à travers la croûte, a pu influencer la convection du manteau, qui à son tour influençait le dynamo. Lorsque n'importe quel maillon de cette chaîne se brisait, l'ensemble du système commençait à se défaire. Sur Mars, le premier maillon à céder fut le dynamo. Le reste a suivi. Le vent solaire est un flux de particules chargées, principalement des protons et des électrons, qui s'échappent de la couronne solaire à des vitesses allant de 400 à 800 km par seconde. Sur Terre, la magnétosphère dévie le vent solaire autour de la planète, protégeant ainsi l'atmosphère d'une érosion directe. En revanche, sur Mars, sans champ magnétique, le vent solaire frappe directement la haute atmosphère. La mission MAVEN de la NASA, Mars Atmosphere and Volatile Evolution, a été conçue spécifiquement pour mesurer ce phénomène. Arrivé sur Mars en 2014, MAVEN a passé plus d'une décennie à étudier comment l'atmosphère martienne interagit avec le vent solaire et comment les gaz atmosphériques s'échappent dans l'espace. Les découvertes de MAVEN ont confirmé ce que les théoriciens soupçonnaient depuis longtemps. Le vent solaire dépouille progressivement Mars de son atmosphère.
Le taux de perte actuel est d'environ 100 grammes par seconde, soit environ un quart de livre. Cela peut sembler trivial, mais cela s'accumule. Sur des milliards d'années, cette perte est catastrophique. Le mécanisme fonctionne par plusieurs voies. Le champ magnétique du vent solaire, transporté avec les particules chargées, génère un champ électrique lorsqu'il rencontre l'ionosphère de Mars. Ce champ électrique accélère les ions atmosphériques, atomes chargés d'oxygène, de dioxyde de carbone et d'autres gaz, à des vitesses suffisamment élevées pour échapper à la gravité de la planète. Maven a découvert qu'environ 75% des ions échappant à l'atmosphère sortent par la queue magnétique de la planète, le sillage créé lorsque le vent solaire contourne Mars. Les 25% restants s'échappent par des colonnes polaires, des colonnes d'ions échappant au-dessus des pôles de la planète. Le taux d'évasion n'est pas constant. Lors des tempêtes solaires, éjection de masse coronale et éruption solaire, le taux de perte augmente de manière spectaculaire. Maven a observé une tempête solaire majeure frappant Mars en mars 2015 et a mesuré une augmentation multipliée par 10 de l'évasion atmosphérique. Dans les premiers temps du système solaire, lorsque le Soleil était jeune et beaucoup plus actif, les tempêtes solaires étaient plus fréquentes et plus intenses. Le vent solaire lui-même était de 10 à 100 fois plus puissant. Le taux d'évasion atmosphérique, il y a des milliards d'années, aurait été d'ordre de grandeur supérieur à celui d'aujourd'hui. Le chercheur principal de Maven, Bruce Jakosky, a comparé ce processus au vol de quelques pièces de monnaie dans une caisse enregistreuse chaque jour, individuellement négligeable, mais dévastateur sur le long terme. En utilisant des mesures isotopiques de l'argon, un gaz noble qui ne réagit pas chimiquement et ne peut être perdu que par évasion physique, l'équipe de Jakosky a estimé qu'environ 65% de tout l'argon qui a jamais existé dans l'atmosphère de Mars a été perdu dans l'espace. L'implication est que la perte atmosphérique totale a été énorme, suffisante pour transformer une atmosphère épaisse et chaude en le mince et froid vestige qui existe aujourd'hui. Mais le vent solaire n'était pas le seul coupable. La petite taille de Mars a contribué de plusieurs manières. Sa gravité plus faible, environ 38% de celle de la Terre, facilite l'évasion thermique des gaz légers comme l'hydrogène. Les radiations ultraviolettes du Soleil scindent les molécules d'eau dans la haute atmosphère en hydrogène et en oxygène, et l'hydrogène s'échappe facilement. Au fil des milliards d'années, ce processus d'évasion photochimique a éliminé une vaste quantité d'eau de Mars, non pas en l'évaporant de la surface, mais en la décomposant dans la haute atmosphère et en laissant les fragments dériver dans l'espace. Une partie du dioxyde de carbone perdu a également été piégée dans les roches de surface par le biais de l'altération chimique, la formation de minéraux carbonatés. Mais contrairement à la Terre, où la tectonique des plaques recycle les carbonates dans l'atmosphère par le volcanisme, Mars n'a pas de tectonique des plaques. Une fois que le carbone est séquestré dans les roches, il y reste. L'atmosphère devient de plus en plus ténue. L'effet de serre s'affaiblit. La surface se refroidit. La mort de Mars n'a pas été un événement isolé. C'était une cascade. Le champ magnétique s'est éteint. Le vent solaire a dépouillé l'atmosphère. L'atmosphère s'est amincie. L'effet de serre s'est affaibli. La surface s'est refroidie. L'eau a gelé, sublimé ou a été perdue dans l'espace. Les rivières ont cessé de couler. Les lacs se sont asséchés. L'océan a reculé, puis a disparu. Et Mars est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Un désert froid, sec et irradié, avec une atmosphère si ténue que le ciel est presque noir à midi. Ce processus a duré environ 1 milliard d'années. Ce n'était pas une catastrophe soudaine, mais un déclin lent, un automne planétaire qui a duré plus longtemps que toute l'histoire de la vie complexe sur Terre. Il n'y a pas eu de moment précis où Mars est passé d'un monde habitable à un monde inhabitable. Au contraire, la transition a été progressive, ponctuée par des épisodes de changement plus rapides. Dans la phase initiale, lorsque le champ magnétique a commencé à faiblir, les effets ont pu sembler subtils. L'atmosphère s'est légèrement amincie. La température moyenne a chuté d'1 ou 2 degrés.
certaines rivières qui coulaient en continu ont commencé à ne couler que saisonnièrement. Les lacs qui étaient stables ont diminué. À mesure que l'atmosphère continuait de s'amincir, l'effet de serre s'est encore affaibli. Les températures sont tombées en dessous du point de congélation de l'eau pendant des périodes prolongées. Les lacs ont gelé. Les rivières ne coulaient que pendant les saisons les plus chaudes, alimentées par la fonte des glaces. Le paysage martien est passé d'un monde d'eau persistante à un monde d'eau intermittente, encore habitable, mais de plus en plus marginal. Finalement, la pression atmosphérique est tombée en dessous du point triple de l'eau, la pression à laquelle l'eau liquide peut exister. À ce seuil, l'eau ne peut exister que sous forme de glace ou de vapeur, jamais sous forme liquide stable. C'était le point de non-retour. Une fois que l'atmosphère s'est amincie au-delà de ce seuil, l'eau de surface est devenue physiquement impossible. Toute glace qui sublimait ne pouvait pas se recondenser en liquide. Les rivières ne se sont pas simplement ralenties et arrêtées, elles sont devenues physiquement impossibles. La physique de la situation ne le permettait tout simplement plus. Cette transition finale, de l'eau intermittente à l'absence d'eau, a pu se produire il y a environ 3 milliards d'années, plus ou moins quelques centaines de millions d'années. Après cela, la surface de Mars est restée définitivement sèche, définitivement froide, définitivement morte. D'environ 4 milliards d'années, lorsque le champ magnétique affaiblit, à environ 3 milliards d'années, lorsque la dernière eau de surface significative a probablement disparu, Mars a subi une transformation lente et irréversible, passant d'un monde potentiellement habitable à un monde mort. La fenêtre d'habitabilité est restée ouverte pendant peut-être 1,5 milliard d'années, suffisamment longtemps, selon les normes terrestres, pour que la vie ait pu apparaître et prospérer. Et puis elle s'est fermée, définitivement. Mars aujourd'hui est un monde d'extrêmes et de contradictions. Son atmosphère est composée à 95% de dioxyde de carbone, mais si mince, environ 0,6% de la pression de surface de la Terre, qu'elle n'offre presque aucun réchauffement de serre. La température moyenne de la surface est d'environ moins 60 degrés Celsius, mais elle peut varier de moins 140 degrés près des pôles en hiver à un relativement doux 20 degrés Celsius à l'équateur lors d'un après-midi d'été. Cette température est trompeuse, cependant. L'air rare signifie que la chaleur n'est ressentie qu'à la surface. À 1 cm au-dessus du sol, la température de l'air chute brusquement. Vous pourriez avoir les pieds au chaud et le visage gelé. La surface de la planète est dominée par deux hémisphères remarquablement différents. Les hauts plateaux du sud sont anciens, cratérisés et élevés. Un paysage meurtri qui remonte au premier milliard d'années de l'histoire martienne. Les basses terres du nord, quant à elles, sont plus jeunes, plus lisses et se trouvent plusieurs kilomètres plus bas en altitude. La frontière entre ces deux régions, la dichotomie crustale martienne, est l'une des caractéristiques géologiques les plus marquantes du système solaire, et son origine reste sujette à débat. La différence d'altitude est d'environ 5 km, et la transition entre les deux terrains peut être abrupte, une falaise géologique qui s'étend sur une grande partie de la planète. Si l'hypothèse de l'impact géant est correcte, l'impact ayant créé les basses terres du Nord aurait été l'un des plus importants de l'histoire du système solaire, surpassant même la collision qui a formé la Lune de la Terre. Le bassin Borealis résultant mesurerait environ 10 600 km de long et 8 500 km de large, couvrant environ 40% de la surface de Mars. Ce serait la plus grande cicatrice d'impact du système solaire. Le moment de cet impact hypothétique, il y a environ 4,5 milliards d'années, dans les 100 premiers millions d'années de l'histoire de Mars, le placerait avant la formation de la plupart des caractéristiques de surface que nous voyons aujourd'hui. Les hauts plateaux du Sud, avec leurs terrains anciens et cratérisés, représentent la croûte martienne originale qui a survécu à l'impact. Les basses terres du Nord représentent le bassin d'impact, ensuite inondé par des laves volcaniques et plus tard, possiblement par de l'eau.
Une hypothèse suggère qu'un impact massif dans l'hémisphère nord, au début de l'histoire de Mars, aurait excavé les basses terres et créé la différence d'altitude. Une autre propose des processus géologiques internes, convection du manteau ou activité tectonique précoce, comme cause. La province volcanique de Tharsis domine l'hémisphère occidental, un vaste renflement de terrain volcanique qui s'élève à 10 km au-dessus de la surface environnante et s'étend sur une zone à peu près de la taille de l'Amérique du Nord. Au sommet de Tharsis se trouvent les plus grands volcans du système solaire. Olympus Mons, le plus haut, s'élève à 21,9 km au-dessus du datum martien, environ 2,5 fois la hauteur du mont Everest au-dessus du niveau de la mer. Sa base est si large, environ 600 km de diamètre, que si vous vous teniez au sommet, vous ne pourriez pas voir les bords. Le volcan est plus large que la courbure de Mars ne permet à un observateur de surface de percevoir. Son caldeira, un complexe imbriqué de cratères d'effondrement au sommet, mesure 80 km de large, suffisamment grand pour contenir une petite ville. Les volcans de Tharsis sont des volcans boucliers, similaires en forme à Mauna Loa à Hawaï, mais d'une taille bien plus grande. Ils ont atteint de telles dimensions énormes parce que Mars ne possède pas de tectonique des plaques. Sur Terre, les plaques tectoniques déplacent les volcans loin de leur source de magma, limitant leur croissance et créant des chaînes de volcans de plus en plus jeunes. Sur Mars, la croûte reste stationnaire au-dessus du panache du manteau, et le volcan continue de croître, alimenté par la même source pendant des milliards d'années. Olympus Mons aurait pu être actif jusqu'à il y a 25 millions d'années, un clin d'œil à l'échelle géologique. Certains chercheurs ont soutenu que des éruptions au cours des 2 derniers millions d'années ne peuvent pas être exclues. Si c'est le cas, Mars pourrait encore connaître une autre éruption dans son avenir, bien que personne ne puisse prédire quand cela pourrait se produire. La région de Tharsis n'est pas simplement un ensemble de volcans. C'est une caractéristique structurelle si massive qu'elle a déformé l'ensemble de la planète. Le poids du renflement de Tharsis a déformé la lithosphère de Mars, créant un système de fractures radiales qui s'étendent sur des milliers de kilomètres dans toutes les directions. Valles Marineris lui-même est l'une de ces fractures, une déchirure qui s'est ouverte alors que la croûte était étirée par la charge gravitationnelle de Tharsis. L'activité volcanique de Tharsis était également intimement liée à l'évolution de l'atmosphère de Mars. Au fil des milliards d'années, les volcans ont libéré d'énormes quantités de dioxyde de carbone, de vapeur d'eau et de dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Dans les premières époques de Mars, lorsque l'atmosphère était suffisamment dense pour soutenir un effet de serre, ces émanations volcaniques ont pu être le principal mécanisme, maintenant les températures de surface au-dessus du point de congélation de l'eau. Lorsque l'activité volcanique a diminué, alors que l'intérieur de Mars se refroidissait et que l'approvisionnement en magma s'amenuisait, le renouvellement atmosphérique a ralenti et l'équilibre a basculé vers la perte. L'atmosphère s'est amincie, la surface s'est refroidie, l'eau a gelé. La mort du volcanisme martien était un autre maillon de la chaîne de défaillance qui a conduit à la perte de la planète. Sans volcanisme, il n'y avait pas de source de nouveaux gaz atmosphériques pour remplacer ceux que le vent solaire arrachait. Sans nouveaux gaz, l'atmosphère ne pouvait que se rétrécir. Et sans une atmosphère épaisse, l'eau de surface ne pouvait pas persister. Puis, il y a Valles Marineris, le plus grand système de canyons du système solaire. S'étendant sur environ 4000 km le long de l'équateur martien, il est aussi long que la largeur des États-Unis continentaux. Par endroits, il mesure 200 km de large et 7 km de profondeur, suffisamment profond pour engloutir le mont Everest avec de la place en réserve. Valles Marineris n'est pas une vallée fluviale, malgré son nom. C'est une faille tectonique, une fissure dans la croûte martienne créée par les énormes tensions du renflement de Tharsis. Cependant, de l'eau a coulé à travers elle à diverses époques de l'histoire martienne, et certains des dépôts stratifiés à l'intérieur du canyon pourraient conserver des archives sédimentaires de cette eau. Les calottes polaires de Mars
sont des structures stratifiées de glace d'eau et de glace de dioxyde de carbone. La calotte nord est principalement composée de glace d'eau, mesurant environ 1000 km de large et jusqu'à 3 km d'épaisseur. La calotte sud est plus petite, mais repose sur un énorme dépôt de glace d'eau enfoui sous une fine couche de givre de dioxyde de carbone. Ensemble, les calottes polaires et les dépôts de glace souterrains contiennent suffisamment d'eau pour recouvrir l'ensemble de la planète à une profondeur d'environ 35 mètres. Réservoir substantiel, bien que bien inférieur au volume suggéré par les anciennes vallées fluviales et les possibles rivages océaniques. Où est passé le reste de l'eau? Maven a montré que l'hydrogène, le composant le plus léger de l'eau, s'échappe dans l'espace depuis des milliards d'années. Une partie de l'eau était piégée dans des minéraux hydratés dans la croûte. Une partie peut persister sous forme de glace souterraine ou même de saumure liquide en profondeur. Mais la conclusion écrasante est que la plupart de l'eau originale de Mars a été perdue, arrachée par le vent solaire, photodissociée par la lumière ultraviolette, molécule par molécule, au fil du temps géologique. Le rapport D sur H, le rapport de l'hydrogène lourd à l'hydrogène ordinaire, dans la vapeur d'eau atmosphérique restante de Mars, est enrichi d'un facteur d'environ 7 par rapport aux océans de la Terre, indiquant une perte massive de l'hydrogène léger. Cet enrichissement est une empreinte forensique de la perte d'eau, le même type de preuve qui nous indique que Vénus a perdu ses océans. Mais tandis que l'enrichissement D/H de Vénus est de 100 à 150 fois celui de la Terre, l'enrichissement plus modeste de Mars suggère une histoire différente. Mars a perdu moins d'eau que Vénus, mais l'a perdu plus récemment, et le processus est toujours en cours. Combien d'eau Mars a-t-elle perdu? Les estimations varient, mais les preuves isotopiques suggèrent que Mars avait autrefois suffisamment d'eau pour recouvrir toute sa surface à une profondeur d'au moins 137 mètres, et peut-être bien plus. Si l'hypothèse de l'océan Nord est correcte, l'inventaire d'eau originale aurait pu suffire à former un plan d'eau de plusieurs centaines de mètres de profondeur couvrant un tiers de la planète. La plupart de cette eau est maintenant disparue, scindée par la lumière ultraviolette, emportée par le vent solaire, piégée dans des minéraux de la croûte. Ce qui reste est une fraction, préservée sous forme de glace polaire et de dépôts souterrains. Mais même ce vestige est remarquable. Le volume total de glace d'eau connu sur Mars, dans les calottes polaires, dans le sous-sol peu profond et dans les dépôts glaciaires des latitudes moyennes, est estimé à environ 5 millions de kilomètres cubes. Pour mettre cela en perspective, la calotte glaciaire du Groenland sur Terre contient environ 2,85 millions de kilomètres cubes. Mars, malgré la perte de la majeure partie de son eau, conserve encore plus de glace que le Groenland. Une grande partie de cette glace est enfouie. Le radar de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter a détecté d'immenses couches de glace sous la surface à des latitudes moyennes, certaines dépassant 100 mètres d'épaisseur, s'étendant sur des centaines de kilomètres. Ces glaciers enfouis sont des vestiges de périodes climatiques passées lorsque l'inclinaison axiale de Mars était plus extrême, provoquant la migration de la glace des pôles vers des latitudes plus basses. Ils sont recouverts d'une fine couche de poussière et de régolithes qui les isole de la sublimation. La distribution de la glace souterraine n'est pas aléatoire. Elle suit des schémas liés à la latitude, à l'orientation des pentes et au contexte géologique. Près des pôles, la glace est omniprésente, à seulement quelques centimètres sous la surface dans de nombreux endroits. Le lander Phoenix, qui a atterri près du pôle nord de Mars en 2008, a exposé de la glace d'eau simplement en grattant la couche superficielle avec son bras robotique. La glace était si proche de la surface qu'elle se sublimait visiblement sous le soleil martien, disparaissant en quelques jours. Pour les futurs explorateurs humains, cette glace n'est pas seulement d'un intérêt scientifique, c'est une ressource. L'eau glacée accessible pourrait être fondue et purifiée pour en faire de l'eau potable, décomposée en hydrogène et en oxygène pour le carburant de fusée et l'air respirable, et utilisée pour l'agriculture dans des habitats pressurisés. La présence d'une glace abondante près de la surface à certaines latitudes martiennes
a directement influencé le choix des sites pour les missions humaines proposées. Mars est hostile, mais elle n'est pas pauvre en ressources. L'eau est là. Elle est juste gelée, enfouie et en attente. La poussière elle-même est remarquable. La surface de Mars est recouverte d'un régolithe à grains fins, de la roche pulvérisée enrichie en oxyde de fer qui donne à la planète sa couleur rouge caractéristique. La teinte rouge-rouille est due à l'oxydation, du fer qui a été oxydé pendant des milliards d'années par l'atmosphère mince mais chimiquement réactive de la planète. Lorsque cette poussière est soulevée dans l'atmosphère par le vent, elle teint le ciel martien d'une couleur caramel pendant la journée et produit des couchers de soleil d'un bleu étrange, à l'opposé de la Terre où le ciel est bleu le jour et les couchers de soleil sont rouges. L'inversion des couleurs est causée par la taille différente des particules de diffusion. Les molécules de la Terre diffusent la lumière bleue, tandis que les particules de poussière de Mars diffusent la lumière rouge et laissent passer le bleu. Si vous pouviez visiter Mars, vous tenir sur sa surface et regarder autour de vous, vous verriez un paysage d'une beauté austère et désolée. Le ciel est d'un caramel pâle pendant la journée, teinté de bleu près du soleil, à l'aube et au crépuscule. Le sol est couvert de roches recouvertes d'une fine poussière rouge rouille. La gravité, à 38% de celle de la Terre, vous donnerait une sensation de légèreté et de flottement. Mais l'air est composé à 95% de dioxyde de carbone irrespirable et la température, même au meilleur de l'après-midi équatorial, serait mortelle sans un costume chauffant. Les radiations, non protégées par un champ magnétique, sont sévères. Mars est belle, mais elle n'est pas accueillante. L'atmosphère mince de Mars produit un climat à la fois familier et étrange. Les vitesses du vent peuvent atteindre 100 km/h lors des tempêtes de poussière, mais comme l'air est si rare, la force exercée par ces vents est comparable à une brise légère sur Terre. Un vent martien de force ouragan à peine ferait frémir un drapeau. Mais il peut soulever la poussière martienne ultra fine, des particules de seulement quelques microns de large, plus fines que de la poudre de talc, et la transporter autour du globe. La tempête de poussière mondiale de 2018, qui a mis fin à la mission du rover Opportunity après 15 ans, a duré des mois et a réduit la lumière du Soleil à la surface de plus de 99%, privant le rover, alimenté par énergie solaire, de son énergie. Mars est une planète qui a été lentement vidée de ses richesses. Son atmosphère, son eau, sa chaleur, son champ magnétique, tout cela a disparu, ou n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Ce qui reste est un monde qui conserve, dans ses roches et ses formations géologiques, un enregistrement détaillé de ce qu'il fut autrefois. Et déchiffrer cet enregistrement est l'objectif central du programme d'exploration robotique le plus ambitieux de l'histoire. Persévérance a atterri dans le cratère G0 le 18 février 2021. Sa mission, la plus scientifiquement ambitieuse jamais envoyée sur une autre planète, a été conçue autour d'une question unique. La vie a-t-elle jamais existé sur Mars? G0 a été choisi après un processus de sélection de sites qui a duré plusieurs années et qui a examiné plus de 30 sites candidats. Cette décision a été guidée par l'astrobiologie. Le delta de G0 représentait l'emplacement le plus probable pour des biosignatures préservées en se basant sur tout ce que nous savons sur la manière dont la vie est conservée dans le registre géologique de la Terre. Le nom G0 provient d'une ville de Bosnie-Herzégovine. Dans plusieurs langues slaves, le mot signifie « lac ». Le cratère lui-même mesure environ 45 km de diamètre, et les preuves d'un ancien lac sont écrasantes. 2 canaux fluviaux percent le bord occidental du cratère, transportant des sédiments des hauts plateaux environnants vers le bassin. Le delta résultant, un dépôt en forme d'éventail de sédiments stratifiés, est visible depuis l'orbite comme une caractéristique géologique distinctive. Le radar à pénétration de sol de Persévérance a confirmé la présence de sédiments deltaïques sous la surface, avec une architecture inclinée et stratifiée caractéristique d'une rivière déposant des matériaux dans une eau stagnante. Le lac de G0
a existé durant la période noachienne tardive à l'hespérienne précoce, il y a environ 3,5 à 3,8 milliards d'années, lorsque Mars avait encore une atmosphère plus épaisse et possiblement un champ magnétique. L'eau était probablement douce ou légèrement saline, en se basant sur la minéralogie des sédiments. L'environnement aurait été, selon toute norme raisonnable, habitable. G0 a été choisi parce qu'il s'agit d'un ancien lit de lac alimenté par une rivière qui a déposé un éventail deltaïque de sédiments à la bordure occidentale du cratère. Sur Terre, les deltas fluviaux sont parmi les meilleurs environnements pour préserver des preuves de vie passée. Les sédiments fins, argile et limon, piègent les molécules organiques et les microfossiles, les protégeant de la dégradation. Le delta de G0 a environ 3,5 milliards d'années, datant de la période où Mars avait de l'eau à sa surface et un champ magnétique. Si une vie microbienne a existé sur Mars, le delta de G0 est l'un des endroits les plus prometteurs pour rechercher ces restes. Persévérance transporte la suite d'instruments scientifiques la plus avancée jamais envoyée à la surface d'une autre planète. Pixel, l'instrument planétaire pour la lithochimie par rayons X, utilise un faisceau de rayons X pour mesurer la composition élémentaire des roches à une résolution de grains minéraux individuels. Sherlock, Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, peut détecter des molécules organiques et cartographier leur distribution au sein d'une roche. Supercam tire un laser sur les roches et analyse le plasma résultant pour déterminer la composition minérale et chimique. Et RIMFAX, le radar imagé pour l'expérience subsurface de Mars, scrute sous la surface, révélant des structures géologiques enfouies. Mais peut-être que la capacité la plus importante de Persévérance est son foreur. Le rover peut forer dans la roche, extraire un échantillon cylindrique de la taille d'un morceau de craie et le sceller dans un tube en titane pour une récupération future. Ces échantillons, 33 collectés à partir de juillet 2025, sont destinés à être renvoyés sur Terre par une future mission de retour d'échantillons de Mars, où ils pourront être analysés avec des instruments de laboratoire bien plus sensibles que tout ce qui pourrait être envoyé sur Mars. À l'été 2024, Persévérance explorait la formation Bright Angel, un ensemble de rochers en saillie sur les bords de Neretva Vallis, une ancienne vallée fluviale d'environ 400 mètres de large qui transportait autrefois de l'eau vers le lac de G0. Les roches de cette formation sont sédimentaires, composées d'argile et de limon déposés par l'ancien fleuve. Sur Terre, ce sont précisément ces types de roches qui sont les plus efficaces pour préserver des preuves de vie microbienne. L'argile et le limon, avec leur taille de grains fine et leur tendance à absorber les molécules organiques, agissent comme des conservateurs naturels, enfermant les signatures biologiques dans la matrice rocheuse, les protégeant de la dégradation par la lumière ultraviolette, l'oxydation et les altérations thermiques. Une argilite déposée dans un fleuve est, d'un point de vue astrobiologique, l'un des meilleurs endroits pour rechercher une ancienne vie microbienne. Et le fait que ces argilites aient 3,5 milliards d'années, datant de la période où Mars avait de l'eau à sa surface, un champ magnétique et des conditions habitables, les rend encore plus fascinantes. Le 18 juillet 2024, les caméras de Persévérance capturèrent l'image d'une roche en forme de pointe de flèche d'environ 1 mètre de long et 0,6 mètre de large, partiellement enfouie dans le lit ancien de la rivière. L'équipe lui donna le surnom de Cheyava Falls. Elle était couverte de taches. Il y avait 2 types de taches. Les premières étaient de petites specks sombres, de la taille de grains de poivre, éparpillées sur la roche, surnommées graines de pavot. Une analyse avec PXL révéla qu'il s'agissait de minuscules nodules, de 100 à 200 microns de diamètre, contenant du fer et du phosphore. En se basant sur leurs propriétés chimiques, les scientifiques les identifièrent probablement comme étant composés de vivianite, un minéral de phosphate de fer qui, sur Terre, se forme couramment dans des sédiments saturés d'eau et pauvres en oxygène, souvent en association avec une activité biologique.
Le deuxième type était plus frappant. Des taches plus grandes, des éclaboussures à l'échelle du millimètre, plus claires au centre avec des bords sombres de matériaux riches en fer, éparpillés sur la surface de la roche. L'équipe les appela taches de léopard. Sur Terre, des caractéristiques similaires dans les roches sédimentaires sont produites presque exclusivement par l'une des deux processus, l'activité microbienne ou des réactions chimiques qui peuvent fournir de l'énergie à la vie microbienne. Les taches se forment lorsque des micro-organismes ou des réactions chimiques réduisent les minéraux de fer, décolorant la roche rouge oxydée en une teinte plus claire, tandis que le fer réduit migre vers l'extérieur et précipite sous forme d'un anneau sombre autour de la zone décolorée. Le résultat est un motif de taches claires avec des halos sombres, des taches de léopard. Persévérance a également détecté du carbone organique dans la roche à l'aide de Sherlock, ainsi que des composés soufrés. La combinaison carbone organique, fer, phosphore, soufre, dans une roche sédimentaire à grains fins, déposée par un ancien fleuve dans un environnement habitable, était électrisante. Les nodules de vivianite, les graines de pavot, sont particulièrement intrigants car, sur Terre, la formation de vivianite dans les sédiments est fortement associée à l'activité biologique. Les micro-organismes qui réduisent le fer, l'utilisant comme accepteur d'électrons dans leur métabolisme, de la même manière que nous utilisons l'oxygène, produisent couramment de la vivianite comme sous-produit métabolique. La présence de ce minéral dans une roche sédimentaire martienne déposée par un ancien fleuve dans un environnement habitable est exactement le type de caractéristiques que les astrobiologistes recherchent. Les taches de léopard, quant à elles, ressemblent de manière frappante à des caractéristiques trouvées dans des roches sédimentaires terrestres colonisées par des bactéries réductrices de fer. Sur Terre, ces motifs, techniquement appelés taches de réduction ou halos décolorés, se trouvent dans des grès rouges et des argilites à travers le monde, et leur formation est bien comprise. Les microbes réducteurs de fer consomment l'oxyde de fer qui donne à la roche sa couleur rouge, la décolorant en une teinte plus claire. Le fer réduit migre vers l'extérieur et se reprécipite sous forme d'un halo sombre autour de la zone décolorée. Le résultat est une tache, centre clair, bord sombre, qui est caractéristique de la réduction biologique du fer. Les taches de léopard martien auraient-elles pu se former sans l'intervention de la biologie? C'est une possibilité. Une réduction chimique pure du fer peut se produire lorsque des fluides réducteurs, comme de l'eau chargée d'hydrogène, s'infiltrent à travers des roches riches en fer. Cependant, l'équipe de Persévérance a testé cette hypothèse abiotique et d'autres contre leurs données et a constaté qu'aucune d'elles n'expliquait de manière satisfaisante l'ensemble des observations. Les assemblages minéraux, le carbone organique, la distribution spatiale des taches et le contexte géologique. Chaque élément pris individuellement est fascinant. Ensemble, ils représentent la boîte à outils chimiques nécessaire au métabolisme microbio. Donneurs d'électrons, accepteurs d'électrons et les éléments essentiels à la vie. Le 21 juillet 2024, Persévérance a foré dans les chutes Cheyava et a extrait son 25e échantillon, scellé dans un tube en titane et désigné comme le canyon de saphir. L'équipe a passé plus d'1 an à analyser les données. Ils ont examiné des explications alternatives. Les taches de léopard auraient-elles pu être produites par des réactions chimiques purement abiotiques? Le carbone organique aurait-il pu être apporté par des impacts de météorites plutôt que produit biologiquement? Les associations minérales auraient-elles pu se former à des températures trop élevées pour la vie? En septembre 2025, ils ont publié leurs résultats dans Nature. L'article évalué par des pairs affirmait que les explications abiotiques pour les taches de léopard étaient moins probables que celles biologiques, bien qu'elles ne puissent pas être définitivement écartées. La combinaison de composés chimiques trouvés dans la formation Bright Angel, ont écrit les auteurs, pourrait avoir été une source riche d'énergie pour les métabolismes microbiens. Le choix des mots était soigneux, comme il se devait. Personne ne prétendait avoir trouvé de la vie sur Mars. Ce qu'ils affirmaient était quelque chose de plus précis.
Ils avaient identifié une potentielle biosignature, une caractéristique qui pourrait avoir une origine biologique, mais qui nécessite des études supplémentaires avant qu'une conclusion puisse être atteinte. L'administrateur par intérim de la NASA a déclaré que c'était la plus proche découverte de vie sur Mars que nous ayons jamais faite. Le scientifique en chef du projet a qualifié cela de pas crucial dans le processus scientifique. Et l'auteur principal, Joel Hurowitz de l'Université de Stony Brook, a souligné que les résultats devaient être suivis par une analyse en laboratoire de l'échantillon réel. Une analyse qui ne peut être effectuée que sur Terre, avec des instruments qui n'existent pas sur Mars. L'échantillon du canyon de Saphir repose dans un tube en titane scellé à la surface de Mars, à l'intérieur du ventre du rover Perseverance. Il ne peut pas être analysé davantage là où il se trouve. Pour répondre à la question qu'il pose, déterminer si les taches de léopard ont été créées par des microbes martiens ou par la chimie martienne, l'échantillon doit rentrer chez lui. La mission de retour d'échantillons de Mars, qui récupérerait les tubes d'échantillons de Persévérance et les ramènerait sur Terre, est encore en développement. Les pressions budgétaires, les défis techniques et l'incertitude politique ont retardé et remodelé la mission à plusieurs reprises. Au début de 2026, aucune date de lancement ferme n'a été fixée. Les échantillons attendent sur Mars. La réponse pourrait déjà se trouver dans le tube. Et le tube est à 225 millions de kilomètres. La mission de retour d'échantillons de Mars est la mission spatiale robotique la plus complexe jamais conçue. Le plan initial, élaboré conjointement par la NASA et l'Agence spatiale européenne, impliquait un atterrisseur qui collecterait les tubes d'échantillons mis en cache par Persévérance, les chargerait dans une petite fusée, le véhicule de montée martienne, qui les lancerait en orbite martienne, où un vaisseau spatial en orbite les capturerait et les ramènerait sur Terre. Le voyage aller-retour prendrait environ une décennie. Mais le coût, estimé à plus de 10 milliards de dollars dans certaines analyses, et la complexité technique ont créé des vents contraires politiques persistants. Les coupes budgétaires, les retards de calendrier et les refontes ont repoussé encore et encore le calendrier de la mission dans un avenir incertain. Des architectures alternatives ont été proposées, y compris des concepts impliquant des partenariats commerciaux et des méthodes de récupération simplifiées. À début 2026, la voie à suivre reste floue. La NASA a exploré des approches plus simples et moins coûteuses, y compris la possibilité d'utiliser des véhicules de lancement commerciaux et des architectures de récupération plus petites et plus ciblées. L'orbiteur de retour terrestre de l'Agence spatiale européenne, conçu pour capturer les échantillons en orbite martienne et les ramener sur Terre, fait toujours partie du plan de base. Mais le calendrier a encore glissé, et la date de retour réaliste la plus proche pour les échantillons est désormais au mieux au milieu des années 2030. La frustration au sein de la communauté scientifique est palpable. Persévérance a fonctionné à la perfection. Il a collecté des dizaines d'échantillons soigneusement sélectionnés et caractérisés scientifiquement, provenant du site astrobiologique le plus prometteur jamais identifié sur une autre planète. Les échantillons sont là. Les tubes sont scellés. La science qui pourrait être réalisée avec eux, dans des laboratoires équipés de microscopes électroniques, de spectromètres de masse, de sources de rayonnement synchrotron et d'autres instruments d'une sensibilité bien supérieure à tout ce qui se trouve sur Mars, pourrait répondre à des questions qui sont posées depuis des siècles. La communauté scientifique a exprimé son inquiétude. Les échantillons de Persévérance représentent une ressource scientifique unique et irremplaçable. Les seuls échantillons délibérément collectés et caractérisés dans le contexte d'un ancien environnement habitable sur une autre planète. S'ils ne sont pas ramenés, les questions auxquelles ils pourraient répondre, sur l'habitabilité de Mars, sur le potentiel de vie, sur l'évolution chimique d'un monde mourant, pourraient rester sans réponse pendant des générations. Il y a aussi une horloge qui tourne. La mission de Persévérance est limitée par la durée de vie de sa source d'énergie nucléaire, un générateur thermoélectrique à radioisotope dont la production diminuera progressivement au cours de la prochaine décennie.
Les tubes d'échantillons, stockés à l'intérieur du rover et dans un dépôt à la surface, resteront intacts bien plus longtemps. Mais sans la capacité du rover à les récupérer et à les charger, la logistique du retour des échantillons devient encore plus complexe. L'ironie est aiguë. L'humanité a réussi à concevoir, construire, lancer, atterrir et faire fonctionner l'instrument scientifique le plus sophistiqué jamais placé sur une autre planète. Cet instrument a découvert ce qui pourrait être la découverte scientifique la plus significative de l'histoire de l'exploration spatiale. Et maintenant, le plus grand obstacle n'est pas technologique ou physique, c'est le financement et la volonté politique. La réponse à la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers pourrait se trouver dans un tube sur Mars, attendant que quelqu'un décide qu'il vaut la peine de le ramener. La question de la vie sur Mars hante la science depuis plus d'un siècle. À la fin du XIXe siècle, l'astronome italien Giovanni Schiaparelli a décrit des caractéristiques linéaires sur Mars qu'il a appelées canali, canaux. Le mot a été traduit en anglais par canaux, impliquant une construction artificielle. Percival Lowell, un astronome américain, a construit tout un observatoire en Arizona pour étudier les prétendus canaux de Mars et est devenu convaincu qu'ils étaient l'œuvre d'une civilisation intelligente luttant pour irriguer un monde mourant. Les canaux, bien sûr, n'étaient que des illusions d'optique, des artefacts de la tendance de l'œil humain à relier des caractéristiques disparates en ligne lorsqu'il observe à la limite de la résolution. Mais la question persiste. Lorsque les missions Mariner ont atteint Mars dans les années 1960 et ont révélé un monde cratérisé, apparemment sans vie, les espoirs d'une vie martienne se sont estompés. Lorsque les atterrisseurs Viking ont touché le sol en 1976 et ont réalisé les premiers, et à ce jour seuls, expériences biologiques directes sur la surface martienne, les résultats étaient ambigus. Une expérience, l'expérience de libération étiquetée, a produit un signal positif compatible avec un métabolisme microbien. Les autres expériences n'ont pas montré de résultats similaires. Le consensus scientifique s'est établi, avec une certaine réticence, sur l'interprétation selon laquelle le résultat positif était dû à une chimie réactive dans le sol martien plutôt qu'à la biologie. Cependant, le débat n'a jamais été complètement résolu. Gilbert Levin, le chercheur principal de l'expérience de libération étiquetée, est mort en 2021 en maintenant que son expérience avait détecté la vie sur Mars. La plupart de la communauté scientifique n'est pas d'accord, mais les données de Viking restent véritablement ambiguës. Un rappel que détecter la vie microbienne, même en étant sur la surface avec des instruments spécialement conçus, est extraordinairement difficile. La leçon de Viking a façonné chaque mission martienne ultérieure. Plutôt que de rechercher la vie directement, il faut d'abord chercher des environnements habitables, puis des molécules organiques préservées, et enfin des biosignatures. Cette approche par étapes, habitat, organique, biosignature, est la stratégie que Curiosity et Perseverance ont été conçues pour exécuter. En 1996, une équipe dirigée par David McKay au Johnson Space Center de la NASA a annoncé la découverte de caractéristiques dans le météorite martien ALH 84001 qu'ils ont interprété comme une possible preuve de vie martienne ancienne, y compris des structures ressemblant à des bactéries fossilisées. L'annonce a fait la une des journaux à travers le monde et a poussé le président Clinton à organiser une conférence de presse. Cependant, des analyses ultérieures ont montré que ces caractéristiques pouvaient être expliquées par des processus non biologiques, et la revendication a progressivement perdu de son crédit auprès de la communauté scientifique. Mais le météorite lui-même reste scientifiquement important. C'est le même échantillon qui, des décennies plus tard, a fourni des preuves magnétiques suggérant que le dynamo martien a duré jusqu'à au moins 3,9 milliards d'années. Curiosity, qui a atterri dans le cratère Gale en 2012, a trouvé des molécules organiques dans les roches martiennes, des composés complexes contenant du carbone qui sont les éléments constitutifs de la vie. Mais les molécules organiques peuvent être produites par des processus non biologiques et leur simple présence n'indique pas la vie.
Curiosity a également trouvé des preuves d'un ancien lac habitable dans le cratère Gale, une eau avec un pH neutre, contenant les éléments nécessaires à la vie. Curiosity a également détecté des pics de méthane déroutants dans l'atmosphère martienne, des augmentations brèves et localisées d'un gaz qui, sur Terre, est principalement produit par des processus biologiques. Les détections de méthane ont été controversées. L'orbiteur européen Trace Gas n'a pas pu les confirmer depuis l'orbite. Si le méthane est réel et récurrent, sa source reste inconnue. Elle pourrait être géologique, provenant de réactions souterraines entre l'eau et des roches riches en olivine, ou elle pourrait être biologique, issue de micro-organismes souterrains. Le mystère demeure non résolu. Mais cela ajoute une couche supplémentaire d'intrigue à la question de savoir si Mars abrite la vie, non seulement dans son passé, mais peut-être aussi dans son présent, profondément enfoui, protégé de la surface hostile dans des poches de saumure liquide réchauffées par la chaleur géothermique résiduelle. Mais Curiosity n'a trouvé aucune preuve définitive de vie elle-même. La Persévérance a été conçue pour aller plus loin. Son site d'atterrissage, ses instruments et sa capacité de collecte d'échantillons ont tous été optimisés pour la détection de biosignatures. La mission emporte également Ingenuity, un petit drone hélicoptère qui est devenu le premier aéronef à réaliser un vol motorisé sur une autre planète. Ingenuity, initialement conçu comme une démonstration technologique de 30 jours, a effectué plus de 70 vols durant sa durée opérationnelle, agissant comme un éclaireur aérien qui a aidé l'équipe de Persévérance à identifier des cibles géologiques prometteuses depuis les airs. Il a cessé ses opérations en janvier 2024 après qu'une pale a été endommagée lors de son dernier vol. Le succès d'Ingenuity a ouvert un nouveau chapitre dans l'exploration de Mars. Les futures missions pourraient inclure des aéronefs à rotor plus performants, des drones capables de parcourir des kilomètres à partir d'un rover, d'accéder à des terrains trop accidentés pour des véhicules à roues et de collecter des échantillons de lieux autrement inaccessibles. L'atmosphère martienne, qui n'atteint qu'environ 1% de la densité de celle de la Terre, rend le vol difficile, nécessitant des pales tournant à plus de 2400 révolutions par minute, et la gravité plus faible compense partiellement cet obstacle. Un hélicoptère martien n'a pas besoin de générer autant de portance qu'un hélicoptère terrestre pour rester en vol. La mission de Persévérance s'appuie sur les découvertes de toutes les missions précédentes sur Mars. Spirit et Opportunity, qui ont atterri en 2004, ont découvert des preuves minérales d'eau ancienne. Curiosity a trouvé des molécules organiques et un environnement habitable. Maven a caractérisé la perte atmosphérique. Le Mars Reconnaissance Orbiter a cartographié la planète à une résolution de mètres. Chaque mission a répondu à des questions tout en soulevant de nouvelles. Et chaque nouvelle mission a été conçue pour aborder les interrogations laissées par ses prédécesseurs. Persévérance est l'aboutissement de ce processus itératif, une mission conçue pour franchir la dernière étape, trouver des preuves de la vie elle-même. La découverte des chutes de Cheyava représente l'aboutissement de cet effort ciblé, la biosignature potentielle la plus convaincante jamais trouvée sur un autre monde, obtenue grâce à un processus scientifique rigoureux et publié dans la revue scientifique la plus prestigieuse au monde. Mais ce qui est convaincant n'est pas nécessairement concluant. Et cette distinction est d'une importance capitale. L'histoire de l'astrobiologie est jonchée de faux départs et d'annonces prématurées. Les scientifiques ont appris, par une expérience douloureuse, que des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Les taches de léopard sont extraordinaires. Les preuves sont solides. Mais ce n'est pas encore une preuve. La preuve pourrait nécessiter de ramener l'échantillon sur Terre. Ramener l'échantillon pourrait impliquer de surmonter des obstacles qui ne sont pas scientifiques, mais politiques, financiers et logistiques. Le tube de Saphir Canyon est l'objet le plus scientifiquement précieux à la surface de n'importe quelle planète du système solaire. Et il pourrait y rester pendant des années, voire des décennies, avant que quiconque ne vienne le récupérer. Mars a péri parce qu'elle était trop petite. C'est, en fin de compte,
l'explication la plus simple et la plus fondamentale. Mars ne représente que 11% de la masse de la Terre et 38% de sa gravité de surface. Sa masse inférieure signifie un noyau de fer plus petit, qui s'est refroidi plus rapidement, tuant le dynamo et le champ magnétique. Sa gravité plus faible signifie une prise moins forte sur son atmosphère, permettant aux gaz plus légers de s'échapper plus facilement. Sa taille réduite signifie un rapport surface-volume plus élevé, ce qui entraîne une perte de chaleur plus rapide, ce qui signifie une cessation précoce de l'activité volcanique, ce qui signifie moins de renouvellement des gaz atmosphériques. La Terre a survécu parce qu'elle est plus grande. Son noyau est resté partiellement liquide pendant 4,5 milliards d'années, soutenant le dynamo magnétique. Sa gravité plus forte a retenu une atmosphère épaisse. Sa tectonique des plaques, un processus dont Mars est dépourvu, recycle continuellement le carbone entre l'atmosphère, les océans et les roches, maintenant une serre stable et un climat habitable. La Terre a un thermostat. Mars n'en avait pas. Mais la taille à elle seule ne raconte pas toute l'histoire. Vénus est presque de la même taille que la Terre, et son noyau ne possède pas de dynamo. La Lune, bien que plus petite que Mars, a pu avoir un champ magnétique bref au début de son histoire. Les détails de l'évolution planétaire dépendent de la composition, de la distance au Soleil, du timing des impacts, de l'efficacité de la convection du manteau et d'autres facteurs qui varient d'un monde à l'autre. La mort de Mars était surdéterminée. Plusieurs facteurs ont conspiré pour produire le même résultat, et il est difficile de dire lequel était le plus important. Ce qui est clair, c'est que Mars représente une classe de résultats. Parmi les planètes rocheuses situées dans la zone habitable d'une étoile semblable au Soleil, certaines seront suffisamment grandes pour maintenir leur champ magnétique, leurs atmosphères et leurs eaux superficielles pendant des milliards d'années. D'autres ne le seront pas. Mars est l'exemple de celle qui échoue, non pas à cause d'un événement catastrophique, mais à cause des conséquences lentes et inévitables d'être légèrement trop petite dans un univers indifférent aux besoins de la vie. Si Mars avait été un peu plus grande, peut-être 2 fois sa masse actuelle, elle aurait pu conserver son champ magnétique assez longtemps pour protéger son atmosphère durant la période critique où le vent solaire était le plus intense. Elle pourrait encore avoir des rivières aujourd'hui. Elle pourrait encore être habitable. Mais elle n'était pas plus grande, et donc, elle est morte. Il y a un autre facteur à considérer, un qui relie la mort de Mars à l'architecture même du système solaire. La petite taille de Mars pourrait être une conséquence de la formation de Jupiter. Dans les modèles du jeune système solaire, en particulier l'hypothèse du grand tac, la migration interne de Jupiter à travers le disque protoplanétaire a dispersé et appauvri le matériel dans la région de formation de Mars, privant celle-ci des éléments nécessaires pour croître davantage. Si Jupiter s'était formé différemment, ou pas du tout, Mars aurait pu accumuler plus de masse, conserver son champ magnétique et rester habitable jusqu'à nos jours. Dans cette perspective, Mars n'a pas simplement eu de la malchance, elle a été sabotée par l'influence gravitationnelle de la plus grande planète du système solaire des milliards d'années avant que la première rivière ne coule sur sa surface. La mort de Mars était inscrite dans les conditions initiales du système solaire, déterminées par la masse et la migration d'une géante gazeuse située à 400 millions de kilomètres. Cette vision est humiliante. Elle suggère que l'habitabilité d'une planète dépend non seulement de ses propres propriétés, sa taille, sa distance au Soleil, sa composition, mais aussi de l'architecture entière de son système planétaire. Un monde peut avoir tout ce dont il a besoin et échouer quand même, parce qu'une planète géante lointaine a légèrement mal agencé les choses. La zone habitable n'est pas un cercle tracé autour d'une étoile. C'est une forme sculptée par les interactions gravitationnelles de chaque corps dans le système, évoluant sur des milliards d'années, sensible aux conditions initiales qui varient d'un système stellaire à l'autre. Chaque système planétaire est une expérience unique,
Et Mars est le résultat de notre expérience particulière. La pertinence s'étend aux exoplanètes. Alors que les astronomes découvrent des milliers de planètes rocheuses dans les zones habitables d'autres étoiles, la question de savoir combien d'entre elles ressemblent davantage à la Terre et combien ressemblent davantage à Mars devient urgente. Une planète peut être de la bonne taille, à la bonne distance, avec la bonne composition, et mourir si son champ magnétique échoue trop tôt, si son atmosphère est arrachée trop rapidement, si sa chaleur interne est épuisée avant que la vie ait le temps de s'installer. Mars est l'histoire d'avertissement. Elle montre que l'habitabilité n'est pas une propriété fixe d'une planète, mais une condition temporaire, une fenêtre qui s'ouvre et se ferme en fonction de l'interaction des processus internes et externes. Pour Mars, la fenêtre est restée ouverte pendant peut-être 1,5 milliard d'années. Pour la Terre, elle est ouverte depuis au moins 4 milliards d'années. Pour les exoplanètes orbitant autour d'étoiles plus actives, avec des vents stellaires plus intenses, la fenêtre pourrait être encore plus courte. Comprendre Mars est donc essentiel pour appréhender la prévalence de la vie dans l'univers. Si des planètes de la taille de Mars perdent régulièrement leurs atmosphères et deviennent inhabitables au cours de leurs premiers milliards d'années, cela signifie que la zone habitable autour d'une étoile est plus étroite que nous ne le pensions, limitée non seulement par la température, mais aussi par la masse planétaire. Seules les plus grandes planètes rocheuses, les terres et super-terres, pourraient rester habitables assez longtemps pour que la vie complexe évolue. Les plus petites seraient des Mars, brièvement habitables, puis définitivement mortes. C'est pourquoi la découverte des chutes de Chelyabin est si importante. Si la vie est apparue sur Mars durant sa brève fenêtre habitable, cela signifie que la vie peut émerger rapidement, en quelques centaines de millions d'années, dans des conditions favorables. Et si la vie émerge rapidement, alors même des planètes avec de courtes fenêtres habitables, des Mars, pourraient abriter la vie, du moins pendant un certain temps. L'univers ne serait pas seulement parsemé de mondes vivants, mais aussi de mondes morts qui ont un jour été vivants, des cimetières de biosphères qui ont brièvement vu le jour avant que leur planète ne les trahisse. Chaque système planétaire est une expérience unique. Et Mars est le résultat de notre expérience particulière, celle qui a produit une Terre habitable, une Vénus inhospitalière et une Mars qui a eu sa chance et l'a perdue. La comparaison avec la Terre est inévitable. La Terre n'a pas échappé au destin de Mars par une quelconque supériorité inhérente. Elle l'a évité grâce à sa masse, par le simple fait d'être légèrement plus grande, légèrement plus lourde, avec un noyau resté liquide pendant quelques milliards d'années de plus. La différence entre un monde vivant et un monde mort n'est pas vaste. C'est une question de degrés, un facteur de 10 en masse. Quelques centaines de millions d'années d'activité dynamo. La zone habitable du système solaire n'est pas une région de garantie d'habitabilité, c'est une région de possibilités. Et la possibilité n'est pas synonyme de certitude. Et pourtant, Mars n'est pas entièrement morte. La planète a encore des conditions météorologiques, bien que pas celles qui apportent la pluie. Les tempêtes de poussière, entraînées par des différences de température saisonnières, peuvent grandir au point d'engloutir la planète entière, rendant le ciel opaque et augmentant la température de surface de plusieurs degrés. Ces tempêtes de poussière globale se produisent tous les quelques années martiennes et peuvent durer des mois. Elles font partie des événements météorologiques les plus dramatiques du système solaire. Un cataclysme planétaire de poussière emporté par le vent qui serait visible depuis d'autres mondes. Mars possède toujours des calottes glaciaires polaires qui croissent et rétrécissent avec les saisons, alors que le dioxyde de carbone se fige hors de l'atmosphère en hiver et se sublime à nouveau en été. Ce cycle saisonnier provoque des changements mesurables dans la pression atmosphérique, une respiration planétaire, inhalant et exhalant du dioxyde de carbone dans un rythme dicté par l'inclinaison de son axe. Il pourrait y avoir de l'eau liquide souterraine. Les observations radars de Mars Express et de Mars Reconnaissance Orbiteur ont détecté des couches réfléchissantes sous la calotte glaciaire polaire sud, que certains chercheurs ont interprétées comme des corps de saumure liquide.
Cette interprétation est contestée. Les réflexions pourraient être causées par certains types d'argile ou d'autres minéraux. Mais la possibilité d'eau liquide souterraine sur Mars n'a pas été écartée. Si elle existe, elle serait extrêmement froide, extrêmement salée et extrêmement hostile à la vie telle que nous la connaissons. Mais pas nécessairement sans vie. Et Mars a toujours du volcanisme, ou du moins le potentiel d'en avoir. InSight, la mission sismomètre de la NASA sur Mars, qui a fonctionné de 2018 à 2022, a été la première mission à étudier l'intérieur profond de Mars. Son sismomètre, SEIS, a détecté plus de 1300 tremblements de Mars durant sa durée d'exploitation, confirmant que Mars est sismiquement active et fournissant les premières mesures directes de la structure interne de la planète. Les résultats sont révélateurs. InSight a découvert que le noyau de Mars est liquide, d'un rayon d'environ 1830 km, plus grand et moins dense que prévu, ce qui suggère qu'il contient des quantités significatives d'éléments légers, comme le soufre, l'oxygène et l'hydrogène mélangés avec le fer. Le manteau est une couche convective unique, sans la structure complexe en couche du manteau terrestre. De plus, la croûte est plus épaisse que prévu, d'environ 25 à 50 km en moyenne, avec une croûte des hautes terres du Sud nettement plus épaisse que celle des basses terres du Nord. Les données sismiques ont également révélé que le noyau de Mars est entièrement liquide. Il n'y a pas de noyau interne solide, ou du moins aucun détectable par les instruments d'InSight. Cela est significatif car sur Terre, la solidification du noyau interne est un moteur majeur du dynamo. Si le noyau de Mars ne s'est jamais développé en un noyau interne solide, ou s'il s'est complètement solidifié, cela pourrait expliquer pourquoi le dynamo s'est arrêté. La question de l'état du noyau de Mars est directement liée à celle de la disparition du champ magnétique. Parmi les Marsquakes détectés par InSight avant la fin de sa mission en 2022, des ondes sismiques voyageant à travers l'intérieur de la planète provenant d'une région près du système de fracture des Cerberus Fossae. Certains de ces événements pourraient avoir été causés par une activité volcanique ou tectonique résiduelle. Le manteau pourrait encore contenir des poches de roches partiellement fondues. Olympus Mons n'est peut-être pas aussi mort qu'il en a l'air. Mars n'est pas un monde statique et gelé. C'est un monde en phase terminale d'une lente agonie, encore en mouvement, encore en changement, perdant toujours son atmosphère dans l'espace, réorganisant encore sa glace polaire avec les saisons. La mort n'est pas complète, elle est en cours, et les vestiges de ce que Mars était autrefois, la glace, les minéraux, les roches sédimentaires, les anciennes vallées fluviales, sont préservés avec une fidélité que la Terre, avec sa tectonique des plaques et son cycle de l'eau actif, ne pourrait jamais égaler. Mars est, en un sens, le meilleur archive du système solaire sur la possibilité d'habitabilité planétaire précoce. Les mêmes processus qui l'ont tué l'ont également préservé. C'est pourquoi nous explorons Mars avec une telle intensité, non pas parce qu'elle est vivante, mais parce qu'elle se souvient d'avoir été vivante. Chaque roche que Persévérance perce, chaque minéral que Curiosity analyse, chaque mesure atmosphérique que Maven effectue est une page du journal d'un monde qui avait tout et a tout perdu. Et parmi ces pages, scellées dans un tube en titane au fond du cratère G0, il pourrait y avoir une phrase qui dit « La vie était ici ». Prenons maintenant du recul, loin des assemblages minéraux et des rapports isotopiques et de la mécanique orbitale, et considérons ce que Mars signifie. Voici une planète qui est née avec tous les ingrédients nécessaires à la vie, l'eau, la chaleur, la chimie, l'énergie et un champ magnétique pour tout protéger. Pendant peut-être 1,5 milliard d'années, ces ingrédients ont coexisté à la surface d'un monde qui était, selon tous les critères que nous pouvons appliquer, habitable. Des rivières coulaient, des lacs persistaient, des deltas se formaient. L'énergie chimique était présente, les éléments étaient là, le temps était là. Et puis cela a pris fin. Non pas à cause d'une catastrophe cosmique, mais parce que la planète était trop petite pour maintenir les processus internes qui la gardaient en vie. Le noyau s'est refroidi, le dynamo est mort, le bouclier est tombé, l'atmosphère a été arrachée,
l'eau a disparu. Et ce qui restait était un monde froid, sec et irradié qui préserve, dans ses roches et sa poussière, la mémoire de tout ce qu'il a perdu. Si la vie a émergé sur Mars, si les taches de léopard dans les Cheyava Falls sont ce qu'elles semblent être, alors les implications sont stupéfiantes. Cela signifierait que la vie est apparue indépendamment sur deux planètes adjacentes dans le même système solaire au cours du premier milliard d'années de leur histoire. Cela signifierait que l'origine de la vie n'est pas un accident incroyablement rare, mais un processus naturel qui se produit facilement lorsque les conditions sont réunies. Et cela signifierait que l'univers, avec ses milliards de planètes rocheuses dans des zones habitables autour de milliards d'étoiles, est presque certainement grouillant de vie. Si la vie n'a pas émergé sur Mars, si les taches de léopard s'avèrent être le produit d'une chimie abiogène, les implications sont différentes mais tout aussi profondes. Cela signifierait que l'habitabilité n'est pas suffisante, qu'un monde peut avoir de l'eau, de la chaleur, de la chimie et du temps et rester pourtant stérile, que l'origine de la vie nécessite quelque chose de plus, un seuil, un catalyseur, un accident que nous ne comprenons pas encore. Et cela rendrait la biosphère terrestre plus précieuse, plus improbable et plus isolée. Quelle que soit la réponse, tout change. Et cette réponse pourrait se trouver dans un tube en titane, au fond d'un ancien lac, à 225 millions de kilomètres du laboratoire le plus proche capable de l'analyser. Mars est le plus grand mystère criminel du système solaire. Un monde qui avait tout, a tout perdu, et a laissé derrière lui une scène de crime si bien préservée que 3,5 milliards d'années plus tard, nous pouvons encore lire les preuves. L'arme était le vent solaire. Le mobile était l'indifférence. L'indifférence aveugle et mécanique d'un univers qui se moque de savoir si les mondes sont habitables ou non, qui ne préserve pas la vie, ni ne la détruit par intention, mais suit simplement les lois de la physique où qu'elle mène. Et la victime? La victime pourrait être plus qu'une planète. La victime pourrait avoir été une biosphère, une seconde genèse, une population d'organismes, aussi simples soient-ils, qui ont vécu, métabolisé et péri dans la boue des rivières martiennes, laissant derrière eux, dans une seule roche au fond d'un seul lit de rivière, des motifs qui seraient reconnaissables par un géochimiste sur un autre monde, 3,5 milliards d'années plus tard. Nous ne savons pas encore. Les données sont alléchantes mais incomplètes. L'échantillon a été collecté mais n'est pas encore revenu. La question, la plus ancienne, la plus profonde, la plus conséquente de toute la science, reste ouverte. Avons-nous déjà été seuls? Mars détient la réponse, ou du moins, elle détient le prochain indice. Et quelque part dans la poussière rouge-rouille du cratère Jezero, scellé dans un tube en titane, un petit morceau de boue ancienne de rivière attend patiemment que quelqu'un vienne lire le message qu'il porte depuis 3,5 milliards d'années. Le message peut ne rien dire, ou il peut dire tout. Il existe une asymétrie profonde dans les réponses possibles. Si les taches de léopard sont biologiques, si des microbes martiens ont un jour métabolisé du fer dans la boue des rivières de Jezero, alors les implications se propagent dans toutes les directions. La vie est apparue 2 fois dans un même système solaire. Les processus chimiques qui produisent des organismes vivants sont communs, naturels, et peut-être inévitables là où les conditions sont favorables. L'univers, avec ses trillions de planètes rocheuses dans des zones habitables, est presque certainement vivant. Si les taches de léopard ne sont pas biologiques, si elles sont le produit d'une chimie exotique qui imite la biologie mais n'est pas de la biologie, alors nous apprenons quelque chose de différent mais tout aussi précieux. Nous apprenons que l'univers peut produire de faux positifs, que la chimie peut imiter la vie avec une fidélité extraordinaire, que distinguer la vie de la non-vie, même lorsque vous tenez la roche dans vos mains, est l'un des problèmes les plus difficiles de toute la science. Dans tous les cas, Mars nous a offert quelque chose que aucune autre planète n'a fourni, une hypothèse testable sur la vie extraterrestre. Pas de spéculation, pas d'inférence,
Pas d'argument statistique sur la probabilité de la vie quelque part dans le cosmos. Une roche spécifique, d'un endroit spécifique, avec des caractéristiques spécifiques, collectée par un instrument spécifique, scellée dans un tube spécifique, attendant une analyse de laboratoire spécifique. Pour la première fois dans l'histoire, la question de la vie au-delà de la Terre a été réduite à un problème d'ingénierie pratique. Comment ramener ce tube à la maison? C'est peut-être là le plus grand héritage de l'exploration de Mars. Pas la réponse, que nous n'avons pas encore, mais la question, posée avec une telle précision et un tel sérieux qu'elle peut, en principe, être répondue. La science ne progresse pas en répondant à des questions abstraites. Elle avance en rendant les questions répondables. Et Mars a rendu la plus ancienne des questions répondables. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'y aller et de la chercher. Plus nous attendons, plus nous perdons. Pas les échantillons, ceux-ci perdureront pendant des millénaires dans leurs tubes en titane. Mais le contexte. Les scientifiques qui ont conçu la mission, qui ont choisi le site d'atterrissage, qui ont conduit le rover jusqu'aux chutes de Cheyava, qui ont reconnu les tâches de Léopard pour ce qu'elles pourraient être, ils ne vont pas attendre éternellement. La mémoire institutionnelle s'efface, les équipes se dispersent, l'expertise se perd, les échantillons sont éternels, mais la connaissance humaine nécessaire pour les interpréter ne l'est pas. Et il y a une urgence encore plus profonde. Mars est la seule planète du système solaire où nous avons identifié un candidat spécifique et testable pour des preuves de vie passée. Si nous échouons à donner suite à cette découverte, si nous permettons aux échantillons de rester sur Mars pendant que nous débattons de budget et de délai, nous nous serons rapprochés de la réponse à la question de la vie au-delà de la Terre plus que n'importe quelle génération de l'histoire humaine, pour ensuite nous détourner. L'univers n'est pas obligé de rendre ses secrets faciles à atteindre. Il a placé le candidat le plus proche et le plus accessible pour une vie extraterrestre sur une planète qui est, en moyenne, à 225 millions de kilomètres du laboratoire le plus proche. Il a préservé des biosignatures potentielles dans des roches âgées de 3,5 milliards d'années, protégées par leur propre sécheresse et l'environnement froid et sans air qui a tué le monde qui les a créées. Et il nous a donné la technologie pour atteindre ces roches, identifier les signatures, collecter les échantillons et, si nous le choisissons, les ramener chez nous. Le choix nous appartient. L'univers a fait sa part. Le reste dépend de nous. Il y a 4,5 milliards d'années, 2 planètes voisines orbitaient autour d'une étoile jeune. Les deux avaient de l'eau. Les deux avaient des atmosphères. Les deux avaient la chimie nécessaire à la vie. L'une était légèrement plus grande, l'autre légèrement plus petite. La plus grande a conservé son champ magnétique, son atmosphère, son eau, et a finalement produit des forêts, des océans, des villes et des esprits capables de construire des robots et de les envoyer vers la plus petite pour demander ce qui avait mal tourné. La plus petite a perdu son champ magnétique, a perdu son atmosphère, a perdu son eau, a tout perdu, sauf peut-être les traces de ce qui y a vécu durant sa brève fenêtre d'habitabilité. Ces traces, si elles existent, sont préservées dans de anciennes roches sédimentaires dans un cratère ancien sur un monde mort, scellé dans un tube, attendant. La distance entre ces deux résultats, un monde vivant et un monde mort, n'était pas vaste. C'était un facteur de 10 en masse, quelques centaines de millions d'années d'activité de dynamo, un noyau de fer légèrement plus grand. La différence entre la Terre et Mars n'est pas une différence de nature, c'est une différence de degré. Et cette différence a fait toute la différence. Mars n'est pas simplement une planète morte, c'est un miroir. Elle nous montre ce que notre monde aurait pu devenir et ce qu'il a évité de devenir, par rien de plus qu'un accident d'être né légèrement plus grand dans un système solaire qui ne se soucie pas des résultats. Et quelque part, dans la fine lumière dorée d'un après-midi martien, un petit rover est assis à côté d'une roche couverte de taches de léopard, son trou de forage visible, son échantillon scellé, sa mission accomplie. Il a posé la question, il a collecté les preuves, il a fait tout ce pour quoi il a été conçu. La réponse est dans le tube. Et plus nous écoutons attentivement, plus elle se révèle.